Alors, bonjour chers amis, bienvenue à la conférence sur la National Gallery de Londres. Alors, ce magnifique musée a été construit grâce au Parlement britannique qui, en 1831, a produit un édit demandant la construction de ce musée à Trafalgar Square. Et 7 ans plus tard, le musée ouvrait ses portes. Il est situé directement au cœur de Londres, comme j'ai dit, à Trafalgar Square. Les musées, ça dépend de leur taille, dépend de leur collection. Plus la collection grandit, plus le musée doit s'agrandir. Et c'est arrivé à la National Gallery comme à toutes les autres, évidemment. Alors, ça, c'est le plan d'origine de la National Gallery. Et en 1985, il y a la richissime famille Salisbury qui a fait une généreuse contribution pour financer l'agrandissement du musée. Et on voit ici sur la maquette de l'agrandissement de 1985 l'équipe de direction du musée qui se penche sur la façon optimale d'aménager les lieux. Alors, vous allez voir, c'est un magnifique immeuble du 19e siècle, donc dans le style Beaux-Arts, avec très jolie fontaine à Trafalgar Square devant lui. Voici l'intérieur. Le musée s'est toujours arrangé pour être le plus accessible possible à la population, pas juste à une section de la population. D'abord, à cause de sa localisation centrale à Londres, il était facilement accessible. Et depuis le tout début, l'entrée est gratuite pour quiconque veut voir la collection permanente du musée. Il y a des frais d'entrée seulement quand il y a des expositions temporaires. Et il y a aussi, ils ont mis en place un programme d'éducation pour les jeunes qui, encore là, est en place depuis plusieurs décennies. Alors, le musée mesure, il y a une superficie de 47 000 mètres carrés, ce qui équivaut à peu près à un demi-million de pieds carrés. C'est pas petit. Et j'ai entendu dire dernièrement qu'il est dans les cartons d'agrandir en gros le musée pour son bicentenaire en 2031. La National Gallery, ce n'est pas un musée que je qualifierais de généraliste, comme on a vu au Art Institute de Chicago qui comptait des œuvres de tous les pays et de toutes les époques. Ici, à la National Gallery, c'est un musée qui comporte des œuvres de tous les pays, mais il est restreint dans le temps. Les œuvres qu'on y trouve se situent forcément entre l'an 1250 et se limitent à l'an 1900. C'est-à-dire que vous ne trouverez aucune œuvre moderne ou contemporaine au National Gallery. Il faut aller plutôt au Tate Modern à Londres, où on trouve des œuvres d'une époque récente. Alors, quand on est en Angleterre, on va, tout à l'heure, on va commencer par les peintres britanniques. Commencer par M. Gainsborough, le fameux portraitiste du 18e siècle plutôt. On voit ici ces deux filles. La plus jeune des filles, celle de gauche, semble plus impulsive dans sa tentative d'attraper les papillons avec sa main droite. L'aînée, qui est à droite, essaie de freiner un peu l'élan de sa jeune sœur parce qu'elle est plus consciente des dangers du monde extérieur. La famille de l'artiste. Alors, c'est le seul tableau connu où on voit toute la famille de Thomas Gainsborough. Alors, on le voit, lui, dans une pose très, très détendue, les jambes croisées, le bouton de sa veste défait. Il est accompagné évidemment de son épouse et de leur fille Mary.
comme il vivait à Londres, mettons que M. Gainsborough était un portraitiste, mais pas un paysagiste. Il était peu acclimaté ou habitué de peindre des paysages, de sorte que l'arrière-plan de ce tableau est plutôt sommaire, là. Le portrait de Mme Siddons. Mme Siddons était une grande actrice et tragédienne même de l'époque de Gainsborough. Elle a été pendant 30 ans au sommet de son art. On la voit ici vêtue d'une robe contemporaine et un chapeau où on retrouve du castor et des plumes d'autruche. Alors, à l'époque, au moment où Gainsborough fait ce portrait, Madame Siddons jouait dans la pièce de Macbeth. Elle faisait Lady Macbeth dans le drame de Shakespeare. On ressent dans son portrait toute l'allure de la grande tragédienne. Est-ce qu'il y a des questions sur Gainsborough? On va passer au suivant. William Turner, le grand aquarelliste. Alors, ce tableau s'intitule « Des bateaux hollandais pendant la tempête ». On voit que les bateaux vont entrer en collision pendant la tempête. Ce tableau avait été commandé à Turner par le duc de Bridgewater pour accompagner une toile qu'il avait déjà du XVIIe siècle. La pluie, la vapeur et la vitesse. Une locomotive à vapeur fonce vers le spectateur alors qu'elle traverse le pont dans une ondée. Turner était particulièrement intéressé par les exploits de la technologie. Pour lui, le train et le pont étaient des produits de la modernité qui méritaient de servir de sujet à un tableau. The Fighting téméraire, qu'on a déjà vu. Ce tableau de Turner représente le dernier voyage de ce vaillant bateau de guerre qui remonte la Tamise pour rejoindre un parc de ferraille. Ce vétéran bateau avait joué un rôle important dans la fameuse bataille navale de Trafalgar en 1805. Le soleil se levant à travers la brume. C'est l'aube. La mer est à marée basse et les pêcheurs déchargent leur prise sur un bateau échoué. Des personnes sont en train de manger, d'autres se préparent à vendre leur prise. Cette activité humaine contraste avec la tranquillité de la mer qui reflète le soleil brumeux, qui n'est pas encore assez chaud pour faire lever cette brume. Ce tableau d'une mer apaisée est en contraste avec toutes les toiles où Turner nous montre des tempêtes déchaînées en mer. Est-ce qu'il y a des questions sur Turner? On va passer à Alfred Sisley, le peintre britannique qui a fait carrière en France, finalement, et qui était un des grands impressionnistes de l'époque. Alors, ce tableau s'intitule « Le pont à Sèvres ». À l'été de 1877, Sisley est déménagé à Sèvres, en banlieue parisienne. En plus de peindre la ville elle-même et ses quais, Sisley avait fait plusieurs tableaux montrant le pont qui traverse la Seine. Toutes ces toiles sont caractérisées par une atmosphère légère et aérée qui nous montre diverses activités humaines, dans ce cas-ci, la pêche. Vue de la Tamise au pont de Charing Cross. Ceci s'est rendu à Londres à l'été de 1874. Même s'il a peint plusieurs œuvres près de Hampton Court, cette scène fluviale est la seule qu'il a exécutée au cœur de Londres. La fontaine à Marly-le-Roi. Sisley a peint cette scène hivernale dans le petit village de Marly-le-Roi au début de 1875, peu de temps après y être déménagé. Louis XIV avait fait construire un château dans ce village. Le château, maintenant, à l'époque où Sisley était rendu en ruine, tout ce qui subsistait, c'était la fontaine du château. Alors, cette toile a été peinte en plein air, semble-t-il, en une seule session. Et elle a été peinte rapidement, semble-t-il, parce qu'il y a très peu de couleurs qui ont été utilisées et les coups de pinceau sont rapides. J'imagine que M. Sisley avait hâte de regagner la chaleur après avoir fait cette séance de peinture en plein air. Le chemin du vieux traversier. Jusqu'en 1972, il y avait un traversier qui, sur les eaux de la Seine, permettait de relier le village de By à celui de Champagne, sur la rive opposée.
La ville de Champagne a été transformée par la construction d'une usine et de maisons pour les ouvriers. Bon, maintenant, on va passer aux peintres espagnols de la collection de la National Gallery, en commençant par Goya. Doña Isabel de Porcel. Cette femme élégante porte une mantille dont la transparence est brillamment rendue par Goya. Ce tableau est considéré comme un des plus beaux portraits faits par cet artiste. Un pique-nique. Goya nous présente une scène inusitée. Il semble bien que ce pique-nique a viré au vinaigre. À droite, on voit un homme qui se sent mal, probablement pour avoir trop bu. On voit les restes du pique-nique, 2 assiettes presque vides et plusieurs bouteilles de vin vides. Au centre, un homme fait des avances à la femme qui semble agacée par la manœuvre. Un autre homme est endormi, carrément endormi. Derrière lui, les 3 hommes semblent comploter pour tirer avantage de la situation. Le duc de Wellington. Ce portrait a été fait après que le duc ait défait les troupes de Napoléon et soit entré dans Madrid comme un grand vainqueur en 1812. Le duc était un homme plutôt court, et Goya le montre debout avec la tête haute, peut-être pour le faire paraître plus grand. La composition attire notre attention sur le visage du personnage qui laisse transparaître la fatigue du combat en contraste avec l'uniforme de rouge rutinant qu'il porte. Est-ce qu'il y a une question sur Goya? On va passer à Velázquez. Le Christ chez Marthe et Marie. Une femme écrase de l'ail dans un mortier pendant que d'autres ingrédients sont répartis sur la table, tel un poisson, des œufs, un poivron rouge et même une couche d'huile d'olive. Une femme plus âgée à ses côtés lui fait des signes comme quoi elle travaille trop fort. La scène que l'on voit en haut à droite est tirée du Nouveau Testament. On y voit le Christ assis avec Marie à ses pieds pendant que sa sœur Marthe est à l'écart. Les 2 femmes à l'avant-plan peuvent être interprétées comme étant des répliques contemporaines de Marthe et de Marie. Philippe IV, roi d'Espagne. Ceci est le dernier portrait que Velázquez a fait de son souverain. Le roi a l'air fatigué après avoir été sur le trône pendant 44 ans. Velázquez le montre avec sa moustache retroussée et les cheveux tombant sur son collet. Son regard est profondément humain. Je vais attirer votre attention sur la richesse du costume du roi que Velázquez a représenté. La toilette de Vénus. Vénus, la déesse de l'amour, se repose lascivement sur son lit. La douceur de sa peau satinée contraste avec les couleurs riches et des rideaux et de sa literie. Le visage de Vénus se reflète dans le miroir que son fils Cupidon tient. Mais cette image est floue et l'on ne peut pas identifier carrément, vraiment, la personne. Le personnage de Cupidon est à peine esquissé pour qu'on se concentre sur Vénus. C'est le seul but que Velázquez a fait dans sa carrière, mais avouez, quel but! Il y a des questions sur Velázquez. On va passer à El Greco. Saint-Pierre. Le portrait nous montre un vieillard, les yeux pleins d'eau, et rempli de repentir pour avoir renié le Christ. Cette scène met l'emphase sur le côté humain de ce saint, à cause de sa faute et de son remords. De pareilles images étaient destinées à renforcer le support du sacrement de repentir qui incluait la confession. Le Christ chassant les marchands du temple. El Greco a utilisé des gestes théâtraux et des couleurs intenses pour exprimer le chaos résultant de la purification du temple par le Christ. On le voit le bras levé comme s'il s'apprêtait à porter un coup. Une image en haut à gauche d'Adam et Ève étant chassés du paradis, établit un parallèle avec la présente situation qui lui est similaire. El Greco appelle cette scène 4 fois, mais cette version est la plus dramatique de toutes. Saint Jérôme en cardinal. Longtemps, on a pensé que c'était le portrait d'un vrai cardinal, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que c'était Saint Jérôme qui était vêtu du costume de cardinal, même s'il ne l'a jamais été.
On le présentait de cette façon à cause du grand prestige qu'il détenait dans l'Église catholique, parce que c'est lui qui avait traduit la Bible en latin, qui était à l'époque la langue de l'Église. Il y a des questions sur El Greco. On passe à un autre peintre espagnol, Ribera. Ce tableau s'intitule Un apôtre. Il appartient à une série de portraits de saints que Ribera a peints. Il s'agirait de saint Thomas ou de saint Matthieu. Le style indique que c'est une œuvre de jeunesse. Ribera a utilisé une palette de couleurs très limitée, et la peinture est appliquée avec une bonne épaisseur, ce qui est visible sur le front de l'apôtre. Le réalisme de la main et des ongles sales est typique de Ribera. Ce portrait est empreint d'une grande humanité. Et le saint nous fixe avec un regard insistant. En lamentant le Christ décédé, Ribera nous illustre le moment où l'on dispose de la dépouille du Christ après l'avoir descendu de la croix. Saint Jean l'Évangéliste, vêtu de rouge et de vert, supporte avec délicatesse le corps du Christ. Au centre de la composition, on voit la Vierge Marie, les mains en prière, qui regarde son Fils avec compassion. Marie-Madeleine se penche et approche son visage des pieds du Christ, comme si elle voulait embrasser les plaies que les clous ont laissées sur ses pieds. C'est une œuvre de jeunesse de Ribera et on y retrouve les genres du Caravage, tant dans l'aspect réaliste de la dépouille que dans l'utilisation dramatique de la lumière. Jacob avec le troupeau de Laban. Jacob est assis sur la rive d'une rivière avec son bâton de berger et entouré de son troupeau. Il regarde vers le ciel à la recherche de conseils. Selon l'Ancien Testament, Jacob avait promis de s'occuper du troupeau de Laban pendant 7 ans pour enfin pouvoir épouser sa fille Rachel. Laban lui a aussi promis qu'il pourrait garder toutes les brebis bigarrées qui naîtraient. Jacob, petit futé, avait mis de l'écorce dans l'eau que buvaient les brebis de sorte que leur descendance devienne bigarrée, donc à Jacob. On va passer maintenant au peintre américain John Singer Sargent, un peintre du 19e siècle. Alors, ici, ça s'intitule Les vers à vin. C'est une étude faite sur une véranda ombragée, peinte en 1875, alors qu'il passait l'été à Saint-Enogat, en Bretagne. Il n'avait que 19 ans à l'époque. Les coups de pinceau fluides montrent l'influence des impressionnistes. Cette nouvelle façon de peindre, surtout en plein air, Sargent l'avait apprise dans ses études à Paris. Il est particulièrement attentif au jeu de la lumière et comment les objets, tels la nappe, reflètent la lumière et les couleurs environnantes. Malgré des apparences de simplicité, cette composition est complexe. Sargent s'intéressait aux différentes formes et aux liens visuels entre les surfaces et leurs arêtes. Lord Ribblesdale. Cet homme qui est devenu Lord à l'âge de seulement 22 ans était un administrateur du musée de la National Gallery qu'on visite aujourd'hui. Les plans d'origine étaient de le montrer dans son costume complet pour aller à la chasse à courre. Avec une main sur la hanche, cette pose est détendue mais exprime de la confiance en soi. Son haut de forme placé à un certain angle exprime son côté coquet. Sargent a volontairement allongé le corps mince de son sujet, la verticalité étant accentuée par le pilastre cannelé derrière au mur. Sa silhouette compacte et les rebords de son long manteau augmentent sa stature. Est-ce qu'il y a des questions sur Sargent? On passe maintenant au peintre italien de la collection du musée. En commençant par Raphaël. La procession vers le calvaire. Le Christ qu'on voit au milieu, qui porte la croix, est aidé par Simon de Cyrène et escorté par 5 soldats. La Vierge Marie, qui est vers la fin du défilé, est aidée par des femmes et accompagnée de Saint Jean l'Évangéliste. Les 3 groupes distincts de la procession sont reliés par le rythme des couleurs répétées. Vous voyez les cavaliers à l'avant, il y en a un qui a un costume bleu et l'autre un costume jaune. Et on trouve à peu près la même chose dans les 2 autres groupes, celui du Christ et celui de Marie.
Et tous ce qui fait aussi l'unité du tableau, c'est que les personnages se retournent vers l'arrière pour voir ceux qui suivent. Sainte Catherine d'Alexandrie. Cette princesse qui a vécu au 4e siècle après Jésus-Christ s'est convertie au christianisme après avoir eu une vision mystique avec le Christ. L'empereur romain, comme elle ne renonçait pas à sa foi, ordonnant qu'elle soit attachée à une roue dentelée. Toutefois, la foudre a détruit la roue avant qu'on ne la torture. Catherine, par la suite, a été décapitée. Raphaël était fasciné par l'aspect visionnaire de la foi de cette sainte et il nous la montre avec sa main sur le cœur, ses lèvres entrouvertes dans un moment d'extase divine. Saint Jean-Baptiste prêcha. On voit ici Saint Jean-Baptiste, le précurseur du Christ qui prêche à une foule d'hommes. Il pointe vers le ciel, se référant à la venue prochaine du Messie. Dans presque toutes les images qu'on va voir dans toute l'histoire de l'art où Saint Jean-Baptiste est représenté, il a souvent l'index pointé vers le ciel. La Madone et l'enfant. L'enfant jette ses bras autour du cou de sa mère, bien-aimée, et nous sourit. Cependant, les yeux de la Vierge Marie sont tristes, car elle entrevoit déjà le sort funeste qui attend son fils. Le tableau est lourdement endommagé de sorte qu'on a de la difficulté à imaginer de quoi il pouvait avoir l'air à l'origine. L'éclairage tamisé et une certaine profondeur psychologique avec selon les éléments sont les éléments qui ont plu davantage aux artistes subséquents qui s'en sont inspirés. On va aller voir maintenant les œuvres de Botticelli. Portrait d'un jeune homme. Ce portrait de jeune homme peut paraître simple, mais il a amorcé une vraie révolution dans la peinture italienne. Jusqu'à ce moment-là, les artistes montraient leur sujet soit de profil ou au mieux aux 3/4. C'est la première fois qu'on voit un homme, le portrait de quelqu'un, vraiment de face. À la limite, les seuls portraits de face qu'on voyait aller jusqu'à ce moment-là, c'était les images du Christ. Alors, le jeune homme vêtu de brun, ses cheveux sortant de son chapeau rouge. Ses traits ressemblent à ceux de Mars dans le tableau Vénus et Mars. Les portraits de la Renaissance visaient à embellir la beauté physique des sujets, car leur apparence devait être le reflet de leur âme et de leur personnalité. La Vierge et l'enfant, avec Saint Jean et un ange. Restauré il y a 2 ans, ce tableau est le plus vu, la Vierge Marie, à sortir de l'atelier du peintre florentin. Le sein exposé de la Vierge qui nourrit son enfant est le point focal de cette toile. Saint Jean-Baptiste et l'ange, chaque côté, sont légèrement penchés vers l'avant pour entrer dans le format Tombeau de l'image. Ce tableau a été acheté par la National Gallery en 1855, alors que la popularité de Botticelli était à son comble. Vénus et Mars. Vénus, la déesse de l'amour, se tourne vers son amant Mars, le dieu de la guerre, qui est profondément endormi. Il ne s'aperçoit même pas qu'un satyre joufflu saute dans un coquillage pour essayer de le réveiller. Ce tableau a probablement été commandé pour la célébration d'un mariage ou pour décorer une pièce de réception. La toile est très colorée et amusante, mais aussi très à la mode de l'époque. Les Florentins de la Renaissance étaient en admiration devant les cultures grecques et romaines de l'Antiquité. Le corps très bien défini de Mars s'inspire des sculptures de cette époque. On disait que les femmes qui admiraient le physique masculin comme Vénus, ici, étaient plus susceptibles de donner naissance à des garçons, perpétuant ainsi la lignée familiale. L'admiration des rois mages. Ce tableau a été peint par 2 peintres. Alors, on voit l'adoration des rois mages était particulièrement importante à Florence, où la population célébrait l'Épiphanie en organisant des parades costumées. Le vaste entourage des rois mages, incluant les chevaux avec des harnais de cérémonie, est séparé de la Sainte Famille par un mur avec une étroite ouverture.
Botticelli est celui qui a peint cette œuvre avec Filippino Lippi. Alors, Botticelli a peint toute la foule à gauche, tandis que Lippi a peint les personnages à droite, incluant la Sainte Famille. Passons maintenant au Caravage. Souper à Emmaüs. 3 jours après la crucifixion, 2 des disciples de Jésus marchaient vers Emmaüs et ont rencontré le Christ ressuscité. Ils ne l'ont pas reconnu, mais le soir au souper, il prit le pain et le bénit et le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent tout grands, ils le reconnurent. Peint à l'apogée de sa carrière, ce tableau capture le dénouement dramatique de cette histoire. L'éclairage cru souligne l'intensité de cette scène. Caravage nous montre les disciples comme étant des gens très ordinaires, avec barbe et vêtus de costumes très communs, ce qui contraste avec le Christ jeune et sans barbe qui semble venir d'un autre monde, en effet. Salomé recevant la tête de Jean-Baptiste. L'histoire de la mort de Jean-Baptiste nous est racontée dans l'Évangile selon saint Marc. Salomé avait exécuté une danse devant le roi Hérode. Celui-ci ça lui avait tellement plu qu'il lui promit de lui accorder tout ce qu'elle voulait. Encouragée par sa mère, elle réclama la tête de Jean-Baptiste, ce que le roi Hérode lui accorda aussitôt. Cette œuvre a été réalisée tard dans la vie du Caravage. Il a réduit l'histoire à l'essentiel en focusant sur la tragédie humaine et en transmettant la puissance émotive de la scène avec une palette de couleurs réduite et un chiaroscuro bien appuyé. La composition apparaît simple, mais elle cache un jeu psychologique entre les protagonistes. Passons à un peintre de Venise, le Titien. La leçon de musique. Un jeune garçon chante pendant que son maître bat la cadence, avec son doigt et chante peut-être avec lui. Une femme à la tête inclinée et au regard perdu semble écouter la musique. Un jeune l'accompagne à la viole de gamme pendant qu'un jeune homme derrière lui joue de la flûte à bec. Ce type de toile avec un groupe de personnages avait été popularisé par Giorgione, un autre peintre vénitien avec qui le Titien avait été associé pendant sa jeunesse. Vénus et Adonis. Vénus nue, déesse de l'amour, jette ses bras autour de ce beau et jeune Adonis pour l'empêcher de partir à la chasse. Le lendemain matin, alors que Vénus est partie dans son chariot céleste, Adonis peut enfin partir pour la chasse. Mal lui en prit car un énorme sanglier se rue sur lui et l'encorde. Vénus entend les cris de douleur de son amant et se précipite sur les lieux où elle le trouve agonisant. Avec le sang d'Adonis, elle crée une fragile fleur dont le vent va souffler les pétales. L'anémone est née. Ce tableau n'est qu'une des versions produites, une autre se trouve au musée du Prado à Madrid. Je ne sais pas si vous l'avez, monsieur, le petit. Si. Vous allez voir cet enfant dans le tableau suivant. L'enfant caressant la colombe ressemble à Cupidon dans les 2 versions de Vénus et Adonis qu'on vient de voir. Une radiographie du tableau a révélé que ce garçon a déjà eu des ailes. Ceci le relie à une gravure du Titien qui s'intitulait « Paysage avec une fille de ferme » qui date de 1523. La Madone Aldobrandini. Les Vierges de l'enfant sont accompagnées du jeune Jean-Baptiste et d'une femme agenouillée qui ne peut être identifiée clairement. Elle tient l'enfant dans ses mains et est en adoration devant lui. Il n'est pas clair à quel événement biblique ce tableau se rattache. La présence de Jean-Baptiste qui offre à la Vierge des fruits et des fleurs pour son bébé pourrait convenir au retour de la fuite en Égypte après le massacre des seuls innocents. Cette œuvre était sans doute dédiée à une dévotion privée.
La Sainte Famille avec un berger. Ce tableau est une des premières œuvres de Titien. Il montre l'adoration des bergers avec un ange au loin qui leur annonce la naissance du Messie. Saint Joseph présente l'enfant au jeune berger qui se prosterne par respect. Il est inusité de ne voir qu'un seul berger, mais c'est probablement parce que le Titien voulait appuyer sur l'importance de Joseph en faisant de lui le centre de l'action et de la composition. Peut-être que celui-ci lui avait été commandé avec celui qui avait commandé le tableau avait-il une dévotion particulière pour Saint Joseph. Car Saint Joseph était très populaire dans l'Italie du Nord. Le manque de métier du Titien est apparent dans la proportion entre la tête et le torse de Saint Joseph. En fait, aucun des personnages n'est bien articulé, ce qui s'exprime par le fait qu'il y soit en début de carrière. Scène mythologique. C'est le genre de tableau que le Titien produisait pour des clients les plus cultivés à Venise. Cupidon, le dieu de l'amour, lève sa flèche pour transpercer une femme qui embrasse un jeune homme tenant une pomme en or. Le couple au centre peut être Hippomène et la chasseresse Atalante, qui avait lancé un défi à ses prétendants à la course à pied. Hippomène avait gagné la course car Atalante s'était arrêtée pour ramasser la pomme en or qu'il avait laissé tomber. L'autre hypothèse, c'est que ce serait Adonis et Vénus. Les scènes à l'arrière-plan sont reliées à la légende d'Adonis. Michel-Ange, maintenant. La mise au tombeau du Christ. On voit ici le corps du Christ transporté au tombeau. Ce tableau a probablement été produit pour une chapelle funéraire dans l'église de Saint-Augustin à Rome. Saint Jean, aidé par une des trois Maries, transporte en haut d'un escalier jusqu'au tombeau dans les rochers. Une autre des trois Maries, probablement Marie-Madeleine, est assise par terre. L'espace laissé libre à droite devait être prévu pour la Vierge agenouillée. L'autre femme est Marie-Salomé. Oui, c'est ça. C'est inachevé, ça? Oui. Oui, c'était une place qui était prévue pour la Vierge Marie. C'est la fin de sa vie qui a fait ça? Je ne sais pas. Le songe de la vie humaine. Il n'existe pas de document contemporain pour expliquer le sens de cette composition. Mais il semble qu'on explore les idées de l'époque comme quoi l'ascension de l'âme vers le divin pouvait être aidée par la beauté. L'ange réveille ce parfait jeune homme en l'éloignant des illusions et des déceptions du monde terrestre, tout en l'entraînant vers une nouvelle vie spirituelle plus en harmonie avec la volonté divine. Les 7 péchés capitaux sont abondamment illustrés dans le reste du tableau. On va passer maintenant aux peintres français de la collection du musée. Nous commençons par Renoir. Danseuse avec tambourin. Cette toile ainsi que sa jumelle danseuse avec castagnette, on voit ici, ont été produites pour décorer la salle à dîner d'un des plus riches clients de Renoir, Maurice Gagnat. Des deux, celle-ci montre la pose la plus statique. Tandis que l'autre est plus concentré sur le rythme du tambourin, alors que l'autre tableau, on voit la danseuse avec des castagnettes. Renoir a utilisé Georgette Pigeot comme modèle, qui était une médidette qui travaillait dans la confection de vêtements. Les parapluies. Ce tableau illustre une scène sur un boulevard parisien. La foule cache complètement la rue et les parapluies occupent la partie supérieure de l'œuvre. Il a été peint en 2 étapes avec un écart de 4 ans entre les 2 étapes dans les années 1880, alors que Renoir était en train de changer de style. Le groupe à droite, avec la mère et ses 2 filles, est peint dans le style caractéristique des impressionnistes, avec des touches délicates et des tons lumineux. Du côté gauche de la composition, on voit un style plus linéaire,
La jeune femme et l'homme derrière elle ont une silhouette clairement définie, avec un centre de la troisième dimension. Tête de fille. Cette peinture dont l'identité du sujet est inconnue a souvent été appelée la tête de la petite servante. Tard dans sa vie, Renoir utilisait souvent ses domestiques comme modèles. Cette fille qu'on voit de profil était probablement la plus jeune des domestiques de la maisonnée. Une nymphe près de la rivière. Ceci est un des premiers nus peints par Renoir. Il a pris l'approche traditionnelle, montrant la femme en pleine nature comme si elle était une naïade, selon la mythologie grecque. Elle semble se reposer sur la rive fleurie, pendant que sa main dans la rivière laisse passer l'eau entre ses doigts. Plutôt que d'idéaliser les traits de la nymphe comme les peintres académiciens l'auraient fait, Renoir l'a peinte pour qu'elle soit reconnue. Il s'agit de Lise Tréault, l'amante du peintre et son modèle féminin préféré durant les premières années de sa carrière. La Yole. Cette scène ensoleillée sur la Seine est typique de l'imagerie impressionniste et Renoir inclut plusieurs motifs de ce mouvement tels que la barque, le voilier, un train à vapeur passant sur un pont. Si le choix du sujet est typiquement impressionniste, la technique utilisée l'est tout autant. Il crée un effet de chaleur et de lumière estivale en utilisant de la peinture sortie directement des tubes et en évitant l'usage du noir et des tons de terre. Renoir a volontairement utilisé des couleurs complémentaires, comme la barque orangée sur l'eau bleu foncé, ce qui rend l'intensité de ses teintes encore plus intense. Est-ce qu'il y a des questions sur Renoir? Alors, on va passer maintenant à la pause de 5 à 10 minutes, ça va rafraîchir un peu, et on va continuer après avec Manet. Alors, on va continuer avec Manet, Édouard Manet. Est-ce que vous connaissez ça, c'est sûr? Oui! Cette toile s'intitule « Un coin du café-concert ». Oui, il y a quelqu'un sur la scène, une danseuse, je ne sais trop, et pendant que les gens consomment de la bière. Alors, en août 1874, Manet a entrepris de peindre cette scène de brasserie où il était fasciné par l'adresse des serveuses. Pendant qu'il peignait ce tableau, Manet décida de le couper en deux, complétant chacun séparément. Vous allez voir le prochain tableau. Oh, pardon. Ça aussi, ça faisait partie du même tableau. Les deux faisaient partie du même tableau. Il décide d'en faire deux œuvres distinctes. Alors, celui-ci s'intitule « Au café ». Manet nous donne un exemple, un simple aperçu de ce qui se passait dans ce café-concert et non pas une vue panoramique. Femme avec un chat. Le modèle de Manet est Suzanne Linoff, qu'il avait épousée en 1863, mais qui, même s'il la connaissait depuis 1849, car elle donnait des leçons de piano dans la famille Manet. Le chat Zizi a été peint à plusieurs reprises par Manet. Ce tableau est considéré comme non fini, probablement que Manet y travaillait encore quand il est mort en 1883. Les vibrants coups de pinceau en rouge, en bleu et en blanc sur la poitrine du modèle sont typiques de la technique de Manet. Eva González. Cette femme, qui a été la seule élève de Manet, a été une artiste qui a réussi et qui a exposé régulièrement au Salon de Paris. Ce portrait a été probablement amorcé en 1869 et a requis plusieurs séances de pose. Il a été terminé en 1870 à temps pour être exposé au Salon de cette année-là. Ce portrait est particulier car il nous montre Eva en train de peindre, même si le tableau est déjà encadré. Un rouleau portant la signature de Manet est au sol pour rappeler que Manet a été son mentor. La pose ainsi que sa grande robe blanche, dont la fluidité des coups de pinceau rappelle que Manet admirait beaucoup Goya. Le lien avec Goya est facile à faire car Eva était aussi d'origine espagnole. Sa belle robe blanche remplit la composition et elle devient une source d'illumination en soi. On ne s'habille pas comme ça pour peindre. On passait au peintre Monet. La gare Saint-Lazare. Cette toile est une des douzaines de vues que Claude Monet a réalisées.
Il connaissait bien cette gare, car c'était là que partaient les trains qui menaient de la plupart des sites à l'ouest de Paris, où il aimait aller peindre, et d'autant plus qu'il était originaire de cette région. Celui-ci est le tableau le plus librement peint des quatre, car il a été fait à l'intérieur de la gare elle-même. Les traits angulaires des poutres d'acier du toit sont en contraste avec les motifs aléatoires formés par la vapeur et la fumée des trains. La lumière et les nuages normalement associés avec le plein ciel sont maintenant restreints à l'intérieur d'une structure moderne faite de verre et d'acier. Scène de neige à Argenteuil. En 1871, Monet déménagea sa famille à Argenteuil, une banlieue de Paris. Durant son séjour de 6 ans à cet endroit, il a peint 200 toiles de la ville et de ses environs. Il a fait 18 tableaux comme celui des scènes de neige. Monet met l'accent sur les conditions atmosphériques. C'est un après-midi nuageux, le soleil baisse à l'horizon. Sa palette est presque monochrome. Les blancs, les bleus et les gris réchauffés par du rose avec des touches occasionnelles de tonalité plus fortes. La peinture sur le chemin à l'avant-plan est plus épaisse. Peut-être que Monet voulait donner l'impression d'une chute de neige importante. La plage à Trouville. Les premiers tableaux que Monet a peints sur la côte normande nous montraient une mer en tempête avec des vagues déchaînées et des pêcheurs. À partir de l'été 1870, il nous montre plutôt cet endroit comme étant une destination touristique, avec de larges plages de sable et son architecture de bord de mer. On voit ici son épouse Camille à gauche, avec une amie positionnée comme si c'était une photo. Les traits faciaux et les costumes sont esquissés par des coups de pinceau rapides. Ce qu'il veut montrer, c'est le jeu de l'ombre et de la lumière. Le brillant soleil est représenté par des touches de blanc et les femmes se cachent sous leur parasol. Baigneur à la Grenouillère. Pendant l'été de 1869, Pendant l'été de 1869, Renoir et Monet ont peint ensemble à la Grenouillère, une plage un peu libertine sur la Seine à 12 km de Paris. C'est devenu un lieu très populaire dans les années 1860. Monet avait fait plusieurs études à l'huile de ce lieu en préparation pour un plus grand tableau qu'il voulait exposer au Salon de 1870. Peinte à la va-vite et assez rudimentaire, ces études avaient un côté d'instantanéité impossible à reproduire dans un atelier. En tant qu'œuvre à part entière, ces études étaient des pas importants vers l'impressionnisme. La Tamise près de Westminster. Monet était fasciné par le brouillard londonien lors de son premier séjour de 1870 à 1871. Ce tableau a une composition très équilibrée entre les éléments verticaux et les éléments horizontaux, avec la jetée à l'avant-plan, le pont Westminster à l'horizon et le Parlement britannique. Tous ces éléments structuraux étaient nouveaux à l'époque. Monet ici est davantage intéressé par les effets de masse plutôt que par les détails de l'architecture. Il a exagéré la hauteur des tours du Parlement en faisant apparaître cet immeuble comme étant un palais de contes de fées. La pointe de la Ève à Sainte-Adresse. Monet était dans la vingtaine quand il a peint cette scène à la Ève, près de Sainte-Adresse, sur la côte normande. Il connaissait bien cet endroit car il avait passé son enfance au Havre, tout près. Ce tableau a sans doute été peint sur place comme étude, avec une toile plus grande peinte en atelier qu'il a exposée au Salon de Paris en 1865. La plage déserte ressemble à une plage en hiver. 3 personnages dans une embarcation se dirigent vers nous pendant que la fumée s'élève d'un cottage sur la falaise. Des touches précises de peinture suggèrent des cailloux sur la plage. Les coups de pinceau plus évasés autour de l'embarcation sont des indications du style à venir de Monet. Nénuphar au coucher de soleil. Durant les 20 dernières années de sa vie, Monet s'occupa à peindre des scènes de son jardin à Giverny qu'il avait créé.
particulièrement de l'étang. C'est ainsi qu'il a peint plus de 250 de ses tableaux. Ceux-ci devenaient de plus en plus expérimentaux à mesure qu'il abandonnait graduellement la description des rives de l'étang, du pont japonais et de la ligne d'horizon, pour se concentrer sur les modulations subtiles de la lumière qui transformaient l'eau et les reflets du feuillage et des nuages. Dans ce tableau-ci, le seul point de repère pour le spectateur, ce sont les plantes au coin inférieur gauche qui indiquent l'emplacement approximatif de la rive de l'étang. Les rayons roses et jaunes miroitent sur la surface de l'eau, entre les nénuphars à l'horizontale, les reflets des saules à la verticale. Lavacour sous la neige. Les scènes de neige étaient appréciées des impressionnistes. Et Monet en appelle plusieurs qui explorent la façon dont les rayons du soleil jouent sur la neige avec des reflets de rouge, de rose, de mauve et de bleu à différents moments de la journée. Ce tableau a probablement été peint en 1879 alors que l'hiver avait été rigoureux. Monet était fasciné par la transformation des paysages à cause de la neige. Il n'a pas hésité à braver le froid pour aller peindre en plein air. Les bancs de neige à l'avant-plan sont rendus par de larges coups de pinceau en blanc surmonté de bleu. Les tons sombres suggèrent que cette rive de la Seine est dans l'ombre, contrairement à la rive opposée qu'on voit au loin, où les tons de rose suggèrent la chaleur du soleil d'hiver. Depuis que j'ai appris à connaître les tableaux de Monet en hiver, maintenant quand je regarde les paysages de neige, depuis hier en tout cas, je cherche les reflets bleutés ou rosés, les différentes couleurs que Monet lui voyait sur la neige. Je vous suggère de faire le même exercice cet hiver, j'avais amplement le temps. Alors on va passer au tableau de Berthe Morisot. Il s'intitule « Fille sur un canapé ». Alors, elle a toujours été caractérisée par son attitude libre face à la peinture, et on la voit ici avec des touches de couleurs rapides et vives. Le sujet était probablement un modèle professionnel, mais son regard franc et direct suggère une amitié entre elle et l'artiste. Ce tableau a été réalisé en 1885. Jour d'été. Cette scène estivale se situe au bois de Boulogne, en banlieue de Paris, où Berthe habitait avec sa petite famille. Durant les années 1850, Napoléon III, qui était au pouvoir, avec l'aide d'un architecte paysagiste, avait transformé ce parc informel, celui du bois de Boulogne, en un boisé naturel pour attirer les gens de la ville. Cette scène où des gens de la classe moyenne se confrontent à une nature domestiquée est typique de l'impressionnisme. Cependant, Berthe y apporte de l'audace et de la vigueur dans sa technique de peinture. Ses coups de pinceau en zigzag donnent de l'énergie à tout le tableau et sont particulièrement appropriés pour représenter le jeu de la lumière sur l'eau. On va passer maintenant au peintre Georges Seurat. Baigneur à Asnières. Ce tableau de grand format a été la première composition majeure de ce Georges Seurat, alors qu'il n'avait même pas encore 25 ans. Il voulait marquer un grand coup en voulant l'exposer au salon de 1884. Hélas pour lui, elle a été refusée. Cette scène où l'immobilité des personnages est frappante semble figée en le temps. On dirait presque que ce sont des sculptures. Vous allez voir, maintenant je vais vous montrer des études qui ont mené Seurat à faire ce magnifique tableau. Entre autres celui-ci, cette étude d'arc-en-ciel. C'est la seule étude pour les baigneurs à Asnières qui inclut un arc-en-ciel. Cette toile a été particulièrement peinte en plein air sur place. Une autre étude pour les baigneurs à Asnières. Cette étude à l'huile sur panneau de bois est celle qui se rapproche le plus de l'œuvre finale. Contrairement aux autres études, Seurat se concentre surtout sur ses personnages, des hommes et des garçons. Seulement deux ont été conservés dans le tableau final. Le garçon nu, à gauche, se tenant debout, est devenu, dans le tableau final, le garçon se tenant debout dans la rivière avec l'eau jusqu'à la taille. La promenade matinale.
Ce tableau a été une étude pour un tableau de taille moyenne intitulé La Seine à Courbevoie, qu'il a peint en 1885. Le format vertical est inhabituel pour Seurat, mais ça lui a permis d'accumuler des bandes horizontales à l'avant-plan, la rivière, la rive au loin, les maisons et arbres de Courbevoie. Peignant sur place, il travaillait rapidement, laissant des traces du panneau de bois entre ses coups de pinceau. Même s'il avait déjà développé sa technique du pointillisme, il doit ce tableau à l'impressionnisme avec ses coups de pinceau fluides de couleur, pure, particulièrement dans l'eau. Je vais vous montrer maintenant une partie assemblée du tableau. Vous allez voir, c'est vraiment pas du pointillisme, c'est des grands coups de pinceau. La scène vue de la Grande Jatte. Vous vous souvenez que quand on a fait la dernière conférence sur l'Architecture de Chicago, on avait fait le tableau de dimanche à l'île de la Grande Jatte que Seurat avait fait. Et ça, c'est la vue de la Seine alors qu'il était sur l'île de la Grande Jatte. Alors, il était particulièrement attiré par cette île et les vues qu'on y avait de la Seine. Cette étude a été peinte sur place. Il a servi de réalisation d'un plus grand tableau en 1888 qu'on retrouve au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Seurat a utilisé une version relâchée du pointillisme, car on voit que ces points de couleur sont beaucoup plus grands que la normale. Je vais vous montrer une vue agrandie de ce tableau-là. On pourrait penser que quand on voit de loin que c'est du pointillisme, il ne semble pas non plus. Alors, on va passer au peintre Edgar Degas, danseuse de ballet. Les danseuses dans ce tableau de Degas sont enveloppées dans une mer de tulle, mais deux chevelures rousses émergent dans ce fouillis. Degas montre les gestes et les pas que les danseuses répètent sans cesse durant leur formation. Leur éthique de travail se rapproche beaucoup de celle de Degas, qui multiplie les études avant d'entamer l'œuvre finale. Scène de plage. Une domestique brosse les cheveux d'une jeune fille qui vient de se baigner, dont le maillot est étendu sur le sol pour sécher. D'autres objets, dont deux parasols, un panier et un bonnet, sont éparpillés autour. Ceci est une des 4 scènes de plage que Degas a peintes vers 1869, quand il était allé se promener sur la côte de la Normandie, même si ce tableau a été complété en atelier. Danseur ukrainien. Durant les années 1890, les troupes de danse d'Europe de l'Est sont descendues sur Paris pour performer au Moulin Rouge, au Folie Bergère, au Casino de Paris, dans une brasserie pas loin de chez Degas, dans Montmartre. Ce pastel est un de ceux qui montrent des danseurs dans leur costume ukrainien. Ces danseurs de folklore étaient très différents des ballerines que Degas connaissait tellement bien. Les silhouettes simples et audacieuses expriment bien le mouvement dynamique et l'application épaisse de pastel crée des surfaces riches aux couleurs multiples. La coiffure. Degas a souvent peint des scènes de femmes se coiffant ou se faisant coiffer. Une domestique portant l'uniforme coiffe sa maîtresse qui n'est pas encore complètement vêtue. La composition est esquissée par des coups de pinceau fluides et Degas limite ses couleurs à des variations rouge-orangé sur un fond blanc crémeux, visible à la gauche du tableau. Cette œuvre a été achetée par Henri Matisse, le grand peintre fauviste. Miss Lala, au cirque Fernando. Le cirque Fernando avait installé ses pénates près de la place Pigalle. Degas était allé souvent voir les performances de Miss Lala. C'était une acrobate de cirque qui faisait des numéros mettant son nez en évidence à grande force. Ici, on la voit suspendue par ses seules dents, alors qu'on la hisse aux fêtes du chapiteau. Degas nous situe parmi les spectateurs qui observent ce spectacle au-dessus de leur tête. Peindre une acrobate permettait à Degas de combiner sa fascination pour la vie moderne avec son intérêt pour les poses complexes. Ce tableau a été affiché à la 4e exposition impressionniste de 1879.
Tête de femme. Degas a réalisé un grand nombre de portraits avant 1875, dont les 3/4 avaient des femmes comme sujet. La femme dans ce tableau n'a pas été identifiée, mais c'était probablement un de ses modèles. Ce tableau fait peut-être partie d'une plus grande œuvre qui aurait été démembrée. Promenade en bord de mer. Dans ce tableau pas prétentieux, le jeune Degas utilise le motif du cheval et du cavalier qui deviendra si important dans son œuvre. Ici, nous sommes en bordure de la baie de Naples, en Italie. Un cavalier et sa compagne, de noir vêtus avec des chapeaux haute forme, galopent sur les bords de la baie en direction des collines au loin. Même si l'esquisse semble avoir été faite sur place, le décor et les personnages ont fait l'objet d'études subséquentes. Paysanne se baignant au crépuscule. Degas avait peint ces scènes le long de la côte de la Normandie, tel que mentionné en 1869. Ce tableau, amorcé à cette époque, a été retravaillé plusieurs années plus tard en atelier. Audacieux dans sa composition et inusité dans sa technique, cette toile révèle le goût de Degas pour tenter des expériences. Ce tableau n'a jamais été exposé du vivant de Degas. Passons maintenant au peintre flamand de la collection de la National Gallery, en commençant par Rubens. Le jugement de Paris. Iris, la déesse de la discorde, avait été la seule immortelle à ne pas être invitée à un mariage important. Furieuse, elle lança une pomme en or portant l'inscription « à la plus belle » parmi les autres déesses présentes à la noce. 3 d'entre elles réclamèrent ce titre. Minerve, Junon et Vénus. Jupiter, le chef des dieux, déclara que Paris sera le juge qui tranchera entre elles. Les 3 déesses avaient triché en soudoyant Paris. Junon lui avait offert la richesse et la puissance, Minerve lui avait promis la sagesse et la force, tandis que Vénus lui avait promis la plus belle femme du monde, Hélène de Sparte, un cadeau irrésistible. Paris attribua la pomme à Vénus. La fameuse guerre de Troie éclata. Le chapeau de paille. Ceci est le portrait de Susanna Leuden, la fille d'un marchand d'Anvers, qui était un client de Rubens. Le caractère particulier de ce portrait est attribué aux yeux noirs du sujet et à son cou étiré, de même qu'au nuage ou du fond à la palette de couleurs réduites de Rubens. Rubens était fasciné par son modèle et quelques années plus tard, il épousa sa plus jeune sœur, qui avait alors 16 ans, alors que Rubens en avait 52. Le serpent effronté. Moïse est debout à gauche, la main en l'air, alors qu'il demande à son peuple de regarder le serpent enroulé autour du poteau que tient le prêtre Elzéar. Cette scène de l'Ancien Testament illustre la punition que Dieu imposa aux Israélites pour leur péché en leur envoyant des serpents. Pendant que certains se démènent pour échapper au serpent, la femme à la robe noire regarde intensément le serpent autour du poteau et ainsi elle demeure inattaquée. Passons maintenant à Vincent van Gogh. Les tournesols. Van Gogh avait peint 5 versions de ces tournesols pour décorer sa maison pour la venue de Paul Gauguin à Arles. Les tournesols étaient aussi pour lui un symbole d'amitié, une célébration de la beauté et de la vitalité de la nature. On voit ici pour la première fois le style expressif de Van Gogh. Aucun autre artiste n'a été associé à une fleur en particulier, et ces tableaux sont les plus appréciés de Van Gogh. Ce tableau a une valeur de 84 millions de dollars américains. Et il a été, je ne sais pas si vous l'avez suivi dans l'actualité, il y a eu des attaques sur des tableaux en Europe par des activistes pour le climat. Et celui-ci a été le premier qui a été attaqué à la National Gallery, justement. Alors que les activistes ont lancé une boîte de soupe aux tomates sur le tableau. Heureusement, il y avait une vitre qui protégeait le tableau. Il n'a pas été endommagé. Tête de paysanne.
En 1883, Van Gogh était encore en Hollande dans une période très productive. C'était l'époque des mangeurs de pommes de terre réalisés 2 ans plus tard. Ce tableau appartient à un groupe de 40 portraits de paysans que Van Gogh a produits pendant l'hiver 1884-1885. Ici, il représente une jeune femme aux grands yeux noirs et avec son visage large et ouvert. Même si elle a des traits marqués, le contour de son visage est arrondi plutôt qu'angulaire. Elle est peut-être quelqu'un avec lequel Van Gogh a établi un rapport. 2 crabes. Ce tableau a été peint par Van Gogh à sa sortie de l'hôpital d'Arles en 1889. Le sujet lui est venu après avoir vu une image similaire dans la revue Le Japon artistique que son frère Théo lui avait envoyée. Ici, dans l'image, c'est probablement le même crabe qui est monté une fois sur le dos et l'autre fois sur le ventre. Des coups de pinceau parallèles donnent la forme des crabes qui se trouvent dans une mer agitée. La chaise de Van Gogh. Cette peinture d'une simple chaise reposant sur un plancher en tuiles de terracotta est une des plus connues de Van Gogh. Elle a été réalisée en 1888, après que Gauguin l'ait rejoint dans le sud de la France. Cette chaise est toute simple et fonctionnelle plutôt que décorative. Van Gogh y a placé le contenu de ses poches, sa pipe et son tabac. Il la représente en plein soleil de la mi-journée. Passons maintenant à Rembrandt, qui a réalisé plus de 80 autoportraits dans sa carrière de 40 ans, soit beaucoup plus que n'importe quel autre peintre. Ses raisons de se représenter aussi souvent étaient de pratiquer certaines expressions, d'expérimenter diverses conditions d'éclairage et aussi pour vendre à des mécènes et des collectionneurs. Dans ce tableau-ci, Rembrandt vise à montrer les couleurs et les textures de son visage vieillissant. La poche sous son œil droit est donnée par un coup de pinceau lourd. Les taches sur son front résultent des pâtés de peinture coagulées. Sa femme Saskia, qui était la fille d'un bourgmestre de Leeuwarden, a été sa première femme. On le voit ici à l'âge de 23 ans alors qu'ils sont mariés depuis 1 an. Elle est vêtue comme sort la déesse du printemps et de la fertilité. Dans sa superbe robe de type Renaissance, on la voit portant un énorme bouquet de fleurs printanières. Là aussi des fleurs sur son cou et sur son front. Leur mariage a duré 7 ans et ils eurent 4 enfants, dont un seul a survécu. 1 an après la naissance de leur fils Titus, Saskia est décédée. Un jeune homme et une jeune fille jouant aux cartes. Voici en plein milieu d'une partie de cartes. Le jeune homme nous regarde d'un air amusé alors qu'il serre ses cartes contre sa poitrine. Par contraste, son adversaire était concentré sur la carte qu'elle doit jouer. Selon les sous sur la table, cette partie de cartes implique de l'argent. Le jeu de cartes était une activité controversée au XVIIe siècle, étant associée avec la paresse et la cupidité. Il ne semble pas que ce soit le cas pour Rembrandt ici. Le portrait de Marguerite de Guire. Cette femme a été mariée pendant 60 ans à Jacob Tripp, un marchand extrêmement riche et vendeur d'armes. Ce tableau a été peint en 1661 et a été réalisé avec beaucoup d'adresse et d'une grande qualité. Le portrait d'Henriette Stoffels. Son sujet a une posture presque royale. Elle nous regarde avec sa main droite qui repose sur le bras de son fauteuil. Elle porte des bijoux dispendieux et sa cape semble être en fourrure. Tous ces indices pourraient indiquer qu'on est en présence d'un membre de la royauté. Mais ce portrait est intime, même érotique. Sa robe est dégrafée et entrouverte, révélant davantage sa poitrine qu'acceptable dans un portrait de cette époque. Cette femme était probablement la gouvernante chez Rembrandt. Ils sont devenus amants et ils auront une fille, Cornelia, née en 1654. On va changer de peintre, on va aller à un autre peintre flamand, Van Dyck. Portrait de François Langlois. Dans ce portrait informel, Van Dyck nous présente quelqu'un qu'il connaissait depuis longtemps et dont il appréciait la compagnie. François Langlois était un graveur, un marchand d'art et un éditeur qui vivait en Italie depuis les années 1620
où il a fait la connaissance de Van Dyck. Ce dernier a représenté son ami avec affection et sans la flatterie habituelle de ses amis, d'aristocrate dans la cour du roi Charles d'Angleterre. Les chevaux d'Achille. 2 chevaux galopent sur la plaine sur un coucher de soleil ennuagé. Ce sont des chevaux immortels du héros grec Achille. Ce sont les enfants de Zéphir, le dieu du vent de l'Ouest, qui est personnifié par la tête ailée à la veille d'expulser une bouffée de vent. Van Dyck nous montre son adresse à dessiner des chevaux espagnols. Lord John Stuart et son frère. Ce double portrait grandeur nature des plus jeunes fils du duc de Lennox nous montre ces jeunes hommes de 17 et de 18 ans dont transparaît la supériorité aristocratique et qui sont vêtus de façon extravagante. L'habilité qu'avait Van Dyck à représenter ses vêtements de soie et de satin explique sa popularité auprès de l'aristocratie. On sent dans ce tableau la tension qui existe entre les 2 frères. Ils se tiennent proches l'un de l'autre, mais leurs regards ne se croisent pas. Un se penche vers l'arrière, un peu passivement, pendant que l'autre le regarde directement, fait un pas vers l'avant. Portrait de l'artiste. Un jeune homme nous regarde avec des yeux perçants et une expression provocante. Avec un élégant geste de la main, il pointe vers sa poitrine, faisant allusion au fait qu'il s'agit d'un autoportrait. C'est un des 3 portraits peints par Van Dyck dans les années 1620. Sous cette peinture, il avait autour de 20 ans et pleinement conscient de sa nouvelle renommée à travers toute l'Europe. Portrait d'un homme. Ce visage impassible est certainement celui de Jan van Eyck. On ne va pas confondre avec le peintre précédent, Van Dyck. Il y a juste une lettre qui est de différence entre les deux. Ses vêtements sont ceux de quelqu'un de prospère. Ce qui est spectaculaire, c'est son couvre-chef rouge, appelé chaperon, qui était populaire chez les hommes au 15e siècle. Les contrastes appuyés entre les parties ombragées dans les plis du chapeau et les parties illuminées du tissu qui attrapent la lumière est typique de Van Eyck. Alors, pour terminer, je vais vous dire un peu ce que je pense de ce musée de la National Gallery, ma conclusion éditoriale. Alors, des 10 musées que nous allons voir cette année, c'est le seul qui me reste encore à visiter. Alors, jugé par ce que j'ai vu de leur collection, leur force réside beaucoup dans les tableaux de la Renaissance. Quelques grands chefs-d'œuvre là-dedans, toutefois, et beaucoup de sujets religieux avec des peintres italiens et espagnols. Ce musée compte un nombre respectable de tableaux impressionnistes, évidemment surtout français. Les peintres modernes sont presque tous absents, ce qui se comprend par la collection, je limite, à l'an 1900. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est l'absence totale des peintres pré-raphaélites, aucun Rossetti, aucun Millet, aucun Waterhouse, aucun Collier. Pourtant, s'il y a un mouvement qui a marqué l'histoire de l'art en Grande-Bretagne, c'est bien le pré-raphaélisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'était, j'en ai déjà parlé dans les conférences précédentes, le pré-raphaélisme. C'est un mouvement qui a émergé en Angleterre vers le milieu du 19e siècle, en 1850, qui était inspiré également par le mouvement du romantisme qui prévalait à l'époque partout en Europe. Alors, les peintres de ce mouvement pré-raphaélite rejetaient d'emblée tous les peintres qui avaient suivi Raphaël. Ces peintres-là voulaient retourner à la peinture du Moyen Âge, avant Raphaël, d'où le nom pré-raphaélisme, parce qu'ils trouvaient que c'était à ce moment-là les vrais sujets, les vraies techniques, les vraies couleurs. Alors, ils rejetaient du revers de la main tout ce qui s'était produit depuis Raphaël. Alors, il n'y a aucun de ces tableaux-là, même si le mouvement a commencé en 1850, qui se trouve dans la National Gallery. J'ai fait une petite recherche et on me dit que ces tableaux des pré-raphaélites se trouvent ailleurs à Londres, dans un autre musée, dans le Tate Britain, qui lui est spécialisé dans les œuvres des peintres britanniques. Alors, c'est ainsi que se termine
la conférence d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention.